J'étais gravement malade, et dans un accès de désespoir, mon mari a fait venir une guérisseuse de 90 ans d'un village reculé. Au moment où elle m'a touché l'estomac, elle a eu un sursaut, puis a dit quelque chose qui nous a tous stupéfaits. Je me suis réveillé au doux et régulier bip des machines et au murmure de la pluie contre la vitre, ce genre de pluie de février que l'Oregon garde pour elle. Fine, implacable et patiente. L'aile d'invité de notre maison avait été dépouillée de sa personnalité et transformée en une petite clinique. Des chariots en acier inoxydable, la légère piqûre de l'antiseptique, un moniteur qui traçait mon pouls en lumière verte. Quelque part dans le couloir, une porte s'est fermée, hésitante, comme si elle essayait de ne pas être entendue. Je n'ai pas bougé. Il est plus facile d'apprendre la vérité quand les gens pensent que vous dormez. La voix de Caleb est arrivée la première. L'eau, plate sur les bords, comme elle devient quand il essaie de tenir bon. Une autre voix a répondu, celle d'un homme, les syllabes prudentes, professionnelles. Je n'ai capté que des bribes. La façon dont les mots dérivent à travers une porte et se brisent. Plaquette réfractaire, 3 à 4 semaines au plus, sauf si les pattes s'étirent, sauf s'il y a un miracle. Le mot est tombé dans le silence comme une pièce dans l'eau profonde et a continué à tomber. Ce n'était pas la première fois que je l'entendais, mais cette fois, cela sonnait comme un verdict. J'ai fixé le plafond et j'ai compté mes respirations, inspirant, expirant, faisant semblant d'être celle qui avait le contrôle. C'est un jeu que les malades jouent avec eux-mêmes. Contrôlez la respiration. Contrôlez le tremblement de vos mains. Contrôlez la façon dont vos pensées bourdonnent lorsqu'un étranger fixe une limite de temps à votre vie. La pièce sentait légèrement le romarin d'un nouveau shampoing que l'infirmière de nuit avait laissé sur le rebord de la fenêtre. Un petit geste de bonté, et sous cela, l'odeur métallique propre de la saline. La pluie frappait plus fort. Des pas se rapprochaient. J'ai fermé les yeux une seconde trop tard. La porte s'est ouverte. La lumière a traversé mes cils. Caleb s'est arrêté près du lit et a fait ce qu'il fait toujours quand il pense que je dors. Il a touché mes cheveux comme s'ils pouvaient se briser, puis mon poignet, comptant les battements, qu'il pouvait déjà voir sur le moniteur. Sa paume était plus froide que la pièce. « Salut », a-t-il murmuré à l'air plus qu'à moi. « Je suis là. » Il était toujours là, et pourtant pas. La compagnie le suivait comme la météo, les emails, les appels, les membres du conseil qui disaient son nom avec leurs propres plans intégrés. Dernièrement, leur voix était devenue plus vive. Dernièrement, tout l'était devenu. Il a traîné la chaise plus près. Le grattement de ses pieds sur le bois me donnait envie de m'excuser pour le sol. Je gardais ma respiration régulière. Il fut un temps où je remplissais le silence pour nous deux. Quand je rentrais à la maison avec des histoires du laboratoire, quand la science ressemblait à une langue propre et lumineuse, que nous parlions tous les deux. Maintenant, les phrases arrivaient par fragments. Effet secondaire, marqueur, déclin, mots qui ne signifiaient rien jusqu'à ce qu'ils le fassent. Ils ont tort, a-t-il dit au bout d'un moment. Si doucement que je l'ai presque manqué. Ils doivent avoir tort. Le lit bourdonnait, un réglage subtil alors que le compresseur se déplaçait. La maison cliquait et s'installait comme le font les vieilles maisons sous la pluie. Je voulais lui dire que je n'avais pas besoin d'un miracle. J'avais besoin d'un matin sans goût de métal dans la bouche. J'avais besoin d'une promenade ordinaire vers la cuisine sans que le demi-étage ne devienne une montagne. J'avais besoin qu'il arrête de me regarder comme si j'étais un problème qu'il ne pouvait pas résoudre. J'avais besoin. Je n'étais pas sûr de ce dont j'avais besoin. C'était peut-être ça, le but. Quelque part dans le couloir, un téléphone vibrait contre le bois. Il n'a pas répondu. Il est resté, content, regardant comme si la vigilance elle-même pouvait me maintenir en place. Dans les heures plus sombres, j'ai appris à inventorier les petites choses car les petites choses m'appartiennent encore. Le frisé humide de mes cheveux à ma tempe. La piqûre à l'avant-garde qui disparaît si je respire à travers elle. Le tempo de la pluie passant de rapide à lent comme un métronome qui change d'avis. La légère note d'agrumes sur le poignet de Caleb parce qu'il a oublié de rincer la planche à découper après avoir tranché une orange avant de monter ici. La façon dont l'air bouge quand il se tient debout, même avant qu'il ne se tienne debout. La façon dont il hésite à la porte. Un homme discutant avec une pièce vide. Demain, a-t-il dit finalement à la fenêtre, ou à moi, ou à lui-même. Nous essaierons autre chose demain. Il a éteint la lampe.
Le couloir l'a avalé. Ses pas. 3, puis 2, puis aucun, ont disparu dans la maison. Quand le silence est revenu, il semblait plus lourd, comme si l'on savait plus qu'il ne voulait le dire. J'ai ouvert les yeux. Au-delà de la vitre, les sapins étaient des traits noirs sur un ciel couleur d'ardoise. La vallée en contrebas était superposée d'un air argenté humide. Notre vie était autrefois faite de réunions, de vols et de blocs de calendrier. Deux personnes qui croyaient aux données et à la certitude nette des résultats. Nous planifions des années et des chiffres. Nous quantifions l'espoir. Maintenant, des étrangers entraient dans notre maison et ajustaient mon espoir avec leurs mains. 3 à 4 semaines, avait dit la voix. J'ai pressé mes lèvres et j'ai goûté la douceur du shampoing au romarin. Je pouvais presque en rire, mon corps échouant à grande échelle. Et me voici en train de cataloguer une note de parfum comme une ligne dans un article. Mais le cerveau garde ce qu'il peut. Il garde la pluie. Il garde le cercle doux de la lampe qui refroidit sur le mur. Il garde la main de votre mari froide et prudente autour de votre poignet. Il garde une phrase coupée en deux et la partie après la pause, sauf si le moniteur continuait de tic-tasser. J'ai tourné ma tête d'une fraction et j'ai regardé la ligne verte monter et descendre. Monter et descendre. Un peu plus d'effort dans chaque pic qu'hier. Pas un miracle, un graphique. J'ai toujours fait confiance au graphique. J'ai laissé mes yeux se fermer à nouveau et j'ai imaginé l'espace derrière eux, la forme sombre de la vallée, la ligne de crête, le chemin fin que vous prenez quand vous ne voyez pas la fin, mais que vous marchez quand même. Demain, a-t-il dit. Le mot était là où je pouvais l'atteindre. Je l'ai tenu dans ma bouche comme une petite pierre et j'ai attendu que le sommeil me trouve. Et s'il ne venait pas, je compterais la pluie et les secondes entre les bips et la respiration qui entrait et la respiration qui sortait. Parce que ce soir, j'étais encore là. Ce soir, je pouvais entendre la tempête et la nommer. Ce soir, la phrase avait un sauf si et c'était suffisant pour transformer le doux clic de la porte en une promesse. Au matin, la pluie s'était amincie en une brume qui collait à la vitre comme si elle ne pouvait pas tout à fait lâcher prise. Je dérivais entre et hors de rêves peu profonds. Le genre où votre esprit continue de rejouer le même son. Des pas dans un couloir. Le froissement de papier. Mais à chaque fois que vous tournez le coin pour voir qui est là, vous vous réveillez à la place. L'infirmière est venue et est repartie, ses mouvements doux et entraînés, comme si elle s'était entraînée à être invisible. Elle a ajusté la perfusion, a vérifié le moniteur, est partie sans poser de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. J'ai entendu la voix de Caleb à nouveau avant de le voir. Elle était plus vive maintenant, dépouillée de la douce réassurance qu'il avait utilisée hier soir. Je me fiche de l'optique, Robert, disait-il quelque part près de l'avant de la maison. Elle n'est pas un contrat. C'est ma femme. Cela fait d'elle ma priorité. La réponse était étouffée, le ton d'un homme coupé par une patience qui était en réalité de l'irritation dans un costume. Je n'avais pas besoin d'entendre les mots pour connaître la forme de la conversation. Ils tournaient autour du même champ de bataille depuis des semaines. La société, le conseil, la suggestion silencieuse que si j'allais mourir, il devrait au moins mourir avec sa position intacte. Quand il est finalement entré, il avait lissé sa voix pour retrouver quelque chose de calme, mais sa mâchoire le trahissait. Il a essayé de sourire. « Bonjour », a-t-il dit, se penchant pour poser ses lèvres sur ma tempe. Son souffle portait l'odeur légère de café noir. « Comment vous sentez-vous » C'était la question que les gens posent quand ils ne veulent pas vraiment de la réponse. Je lui ai dit la vérité de toute façon, comme si je regardais la marée se retirer. Ses yeux se sont resserrés pendant une seconde. « Nous allons changer cela », a-t-il dit trop vite, comme une promesse qu'il avait déjà décidé de tenir. Il a tiré une chaise plus près, nos genoux se sont presque touchés. « Elena, je serai absent la majeure partie de la journée. » Ma poitrine s'est un peu affaissée à cela. « Où ? » Il y a quelqu'un que je dois voir. Il a hésité, comme s'il délibérait sur ce qu'il fallait me dire. Une femme dans la vallée. Elle aide les gens quand la médecine n'a plus d'option. Mon instinct s'est levé avant que ma logique ne puisse le saisir. Une guérisseuse ? Je pouvais entendre le scepticisme dans ma propre voix. Nous avions construit nos vies sur des preuves, sur des études revues par les pairs et des essais avec des groupes de contrôle clairs. Les remèdes de bonne femme étaient pour les histoires racontées autour des poêles à bois. Il n'a pas bronché.
Elle a aidé d'autres personnes. Je l'ai lu. Je pense qu'elle peut vous aider. Ma gorge s'est serrée, non pas à cause de la maladie, mais du poids de ce que cela signifiait. Pour qu'il quitte la structure à laquelle il faisait confiance, pour chercher quelque chose qu'il ne pouvait pas quantifier. Il a pris ma main. Je ne suis pas prête à vous laisser partir. La façon dont il l'a dit, stable, calme, sans la touche héroïque que les gens mettent dans les déclarations dramatiques, a rendu la respiration plus difficile. J'ai fermé les yeux, imaginant la longue route qui traversait la vallée, la façon dont le brouillard s'installait dans ses creux. Caleb, ai-je commencé, mais il était déjà debout, déjà en train de rabattre la couverture plus près de moi, comme s'il fortifiait les murs avant de s'aventurer dans la tempête. Reposez-vous, a-t-il dit. Je serai de retour avant la pluie. J'ai écouté le bruit de ses pas qui s'éloignaient, le murmure bas de sa voix à la porte d'entrée, le coup sourd alors qu'elle se refermait derrière lui. La maison est redevenue silencieuse, à part le battement de mon propre cœur dans mes oreilles et le sifflement faible et persistant de la brume contre la vitre. J'ai tourné ma tête vers la fenêtre et j'ai essayé d'imaginer la femme qu'il allait trouver, et si elle me regarderait et verrait quelque chose qui valait la peine d'être sauvé, ou juste un autre nom sur le grand livre des presque partis. La brume s'est épaissie au fil de la journée, transformant la vue extérieure en une aquarelle de gris et de vert. J'ai dérivé entre et hors de mes pensées, bercé par le bourdonnement de l'oxygénateur et les craquements occasionnels des vieilles poutres au-dessus. À un moment donné, j'ai entendu les pneus sur la piste de gravier. Lent, délibéré, comme si celui qui était au volant n'avait pas sa place ici et le savait. La porte d'entrée s'est ouverte. Des voix. Celle de Caleb, plus basse que d'habitude, et une autre que je ne reconnaissais pas, douce mais avec quelque chose qui ressemblait à de la certitude. Un moment plus tard, des pas se sont approchés, sans hâte mais avec détermination. Quand la porte de ma chambre s'est ouverte, l'air a semblé changer avec elle. Elle est entrée sans hésitation. Haute, les cheveux argentés tressés en une natte traversée de fleurs séchées, les yeux du bleu pâle du ciel d'hiver juste avant la neige. Sa robe était de la couleur de l'eau profonde, brodée le long de l'ourlet de motifs que je ne reconnaissais pas, mais qui semblaient plus anciens que la pièce elle-même. Elle sentait légèrement le cèdre et quelque chose de sucré que je ne pouvais pas identifier. Pendant un moment, j'ai pensé que l'air autour d'elle était peut-être plus chaud. Helena, a-t-elle dit, pas une question, pas une supposition. Mon nom était sur sa bouche comme si elle le portait depuis des années. J'ai jeté un coup d'œil à Caleb, mais il la regardait, pas moi, comme s'il essayait de la lire comme il lit un tableau complexe. Je m'appelle Velma Ashwood, a-t-elle continué, s'approchant jusqu'à se tenir sur le côté du lit. Tu marches sur un chemin étroit depuis longtemps. Son regard a tenu le mien, stable, sans cligner des yeux. J'ai ressenti l'envie de détourner le regard, comme si elle pouvait trouver quelque chose en moi que je n'avais pas encore décidé de donner. Sa main était fraîche quand elle a touché la mienne, mais la fraîcheur était apaisante, comme l'ombre d'un arbre par un après-midi fiévreux. Puis elle a posé l'autre main légèrement sur mon abdomen. Le toucher était doux mais délibéré, comme si elle écoutait avec sa peau. Son front s'est adouci. Il y a un autre battement de cœur ici, a-t-elle dit doucement. Petit mais fort. Pendant un moment, les mots n'ont pas eu de sens. Juste une série de sons assemblés. Puis le sens m'a submergé. Un autre battement de cœur. Mon esprit s'est accroché à toutes les choses qu'on m'avait dites après la chimiothérapie, après les chirurgies. Des mots comme jamais et impossible. J'ai regardé Caleb. Ses yeux s'étaient écarquillés. Son souffle s'était coupé à mi-chemin entre l'incrédulité et l'espoir. Ce n'est pas. Ma voix a vacillé. Ça ne peut pas être. L'expression de Velma n'a pas changé. Si. Ton corps se bat pour plus que toi maintenant. Elle a retiré sa main, la posant à nouveau légèrement sur la mienne. Mais vous êtes tous les deux en danger, et le choix à venir ne sera pas facile. Un choix ? Le mot a atterri avec le poids de quelque chose qui pourrait me briser encore plus que la maladie ne l'avait fait. Caleb s'est rapproché, sa main trouvant mon épaule. S'il y a un moyen de sauver les deux, le regard de Velma s'est tourné vers lui. On peut essayer, mais cela demandera tout ce qu'elle a et tout ce que vous pouvez lui donner. Je ne l'ai pas regardé. Mes yeux sont restés sur les siens. Alors essayons. Ma voix m'a surprise, stable, sans le tremblement que je ressentais à l'intérieur. Je n'ai pas eu besoin de temps pour réfléchir. Quelque part sous la peur,
quelque chose de nouveau avait pris racine, petit mais inflexible. S'il y avait une autre vie en moi, même fragile, je ne choisirais pas de l'abandonner. Velma a hoché la tête une fois comme si elle n'attendait rien d'autre. Alors commençons. La brume extérieure pressait plus fort contre la vitre, estompant la ligne entre la vallée et le ciel. Pour la première fois depuis des semaines, je ne me sentais pas comme celle qui s'effaçait. Quelque chose en moi, quelqu'un en moi résistait, et j'étais prête à résister avec lui. La nuit est tombée tôt, s'enveloppant sur la maison jusqu'à ce que la seule lumière dans ma chambre soit la faible lueur ambre de la lampe dans le coin. Velma était partie pour préparer ce qu'il fallait. Ses mots, pas les miens. Caleb s'est attardé au bord du lit, se penchant en avant, les coudes sur les genoux, comme s'il avait peur que s'il se levait, quelque chose ne change qui ne puisse être inversé. Aucun de nous n'a parlé pendant un moment. Les seuls sons étaient le lent tic-tac de l'horloge au mur et le faible soupir du vent qui traversait les sapins à l'extérieur. Je l'ai regardé comme on regarde une photographie, sachant qu'elle ne peut pas vous regarder en retour. Il avait l'air plus vieux qu'il ne l'était même ce matin. Épaules tendues, ombre profonde sous ses yeux. Je n'arrête pas de penser à ce que vous avez dit, ai-je murmuré, ma voix assez basse pour que la pièce la garde presque pour elle seule. Il s'est redressé. À propos du bébé? J'ai hoché la tête. Les mots semblaient encore trop délicats pour être prononcés à voix haute. Caleb, on nous a dit encore et encore que ce n'était pas possible. J'ai arrêté de penser à cela il y a des années. Mes doigts se sont tordus dans la couverture. Et maintenant, si elle a raison, si c'est réel, sa main a trouvé la mienne, chaude cette fois, son pouce effleurant mes jointures. Alors tout change. Cela ne change rien, ai-je dit rapidement, nous surprenant tous les deux. Je suis toujours malade. Vous vous battez toujours contre le conseil. Nous sommes toujours là, à attendre de voir ce qui casse en premier, mon corps ou votre entreprise. Le coin de sa bouche a tressailli, presque un sourire, mais pas tout à fait. Alors nous tenons les deux ensemble. J'ai expiré. Je ne savais pas que je retenais mon souffle. Je voulais le croire. Je voulais croire que tenir bon suffisait. Mais dans le silence, je pouvais encore sentir l'indicible, le risque que Velma n'avait pas habillé de mots pleins d'espoir, la réalité que sauver une vie pourrait en coûter l'autre. Avant que je puisse en dire plus, un doux coup à la porte s'est fait entendre. Velma est entrée, portant une petite sacoche enveloppée dans un tissu vert foncé. Elle s'est déplacée comme si la lumière autour d'elle se courbait pour la laisser passer. Posant la sacoche sur la table de chevet, elle l'a déballée pour révéler de petites pochettes d'herbes séchées, des bocaux en verre de liquide ambré, et quelque chose qui ressemblait à des pierres de rivière polies. Nous commençons ce soir, a-t-elle dit simplement. Votre corps est fatigué. Il a besoin de se souvenir de ce qu'est la force avant de pouvoir la partager. Elle a jeté un coup d'œil à Caleb. Vous aiderez. Il s'est levé, sans hésitation. Velma a versé quelque chose de sombre et parfumé dans un bol en céramique, la vapeur montant avec l'odeur de la terre après la pluie. Respirez ceci, a-t-elle instruit, le tenant prêt. Laissez-le s'installer en vous. Ne le forcez pas. Laissez-le trouver son chemin. La première respiration était étrange, piquante, amère, presque métallique. Mais ensuite, elle s'est adoucie et une chaleur s'est répandue dans ma poitrine. Mes paupières sont devenues plus lourdes, mais pas de la façon de l'épuisement, plutôt comme si je sombrerais dans un lac chaud. La voix de Velma venait de quelque part juste au-dessus de moi. Il ne s'agit pas de vaincre la maladie. Il s'agit de se souvenir que vous êtes plus qu'elle. La main de Caleb était sur mon dos, stable, comme s'il manquerait au lit et à lui. J'ai fermé les yeux, laissé la chaleur se répandre plus loin, et j'ai pensé au deuxième battement de cœur que Velma prétendait avoir entendu. Je ne savais pas s'il était fort ou fragile, réel ou imaginé. Mais je savais une chose. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me préparais pas à la prochaine vague pour m'emporter. Je m'accrochais à quelque chose, et cela me retenait. Le lendemain matin, la maison semblait différente. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi. Rien de visible n'avait changé. La même lumière filtrée traversait les rideaux. Le même faible bourdonnement de l'équipement gardait le rythme de ma respiration. La même odeur de romarin et d'antiseptique persistait dans l'air. Mais il y avait un calme que je n'avais pas ressenti depuis des semaines, un sentiment que quelque chose attendait. Velma est entrée juste après le lever du soleil, ses cheveux lâchés maintenant,
des vagues argentées tombant sur ses épaules. Elle s'est dirigée vers la fenêtre et l'a ouverte à moitié. L'air froid a fait irruption, bordé par l'odeur de terre humide et de cèdre. La pièce a besoin de respirer, a-t-elle dit, comme si elle était aussi vivante que moi. Elle a apporté une tasse fumante et l'a posée sur la table de nuit. La surface du liquide était d'un brun rougeâtre profond, parsemé de morceaux de feuilles et d'écorce. Sirotez lentement. Ce sera amer. Ça l'était. La saveur s'accrochait à ma langue comme du chocolat noir qui a mal tourné. Mais alors qu'elle glissait, elle laissait derrière elle une chaleur surprenante. Pas seulement dans ma gorge, mais dans mes doigts, mes orteils. Caleb est apparu dans l'embrasure de la porte quelques minutes plus tard. Ses cheveux humides de la douche. Manches de chemise retroussées. Comment va-t-elle? Velma ne s'est pas tournée. Plus forte qu'hier. Ses yeux ont jeté un coup d'œil vers moi. Vous avez l'air différente. J'ai voulu demander mieux ou pire, mais j'ai retenu les mots. Au lieu de cela, j'ai dit, je me sens plus ici que je ne l'étais hier. Velma m'a jeté un coup d'œil à ce moment-là, ses yeux se plissant comme si elle confirmait quelque chose. C'est le début. Mais nous devons garder le rythme régulier. Pas de mouvement brusque, pas de choc pour le système. Comme si à l'appel, des pas ont résonné dans le couloir. Vif, mesuré, incontestable. Eleanor. Même avant qu'elle n'apparaisse, je pouvais l'imaginer, la colonne droite, le menton levé, les yeux balayant la pièce comme un juge entrant dans son tribunal. Elle a fait irruption, portant un manteau ajusté, le genre que l'on porte même à l'intérieur pour faire passer un message. Son regard s'est posé sur moi d'abord, s'adoucissant juste assez pour passer pour de l'inquiétude. Puis elle a vu Velma et s'est figée. Pendant un instant, aucune n'a parlé. Puis Eleanor a dit très lentement, « Je vous connais ». Velma n'a pas bronché. Nous nous sommes rencontrés, bien que cela fasse de nombreuses années. Eleanor a fait un pas de plus, l'étudiant attentivement comme si elle cherchait une preuve dans les rides que le temps avait laissées. Vous êtes la femme qui est venue pour ma mère. Celle que tout le monde disait être une histoire qu'elle avait inventée. Je ne suis pas une histoire, a dit Velma doucement. Les lèvres d'Eleanor se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Je l'ai regardée attentivement. C'était une femme qui ne perdait jamais son équilibre. Pourtant, quelque chose dans sa posture a changé, comme si le sol sous elle avait basculé. Caleb les a regardées toutes les deux. Vous vous êtes déjà rencontrés. Aucune ne lui a répondu directement. Le regard de Velma est resté sur Eleanor. Votre famille m'a déjà fait appel, et maintenant elle fait à nouveau appel. 3 générations, toujours pour la même chose. La vie quand elle semble impossible. J'ai senti le froid de la fenêtre ouverte s'intensifier, bien que le soleil du matin se levait dehors. Pour la première fois, je me suis demandé si ma place dans cette maison, cette famille, faisait partie de quelque chose de plus grand que le choix ou le hasard. Les yeux d'Eleanor se sont posés sur moi, indéchiffrables. Si vous êtes ici pour elle, alors faites ce pourquoi vous êtes venu. Elle s'est détournée brusquement et a quitté la pièce, ses talons frappant le sol comme des signes de ponctuation. Velma a fermé la fenêtre à moitié, atténuant le froid, et m'a regardé. Le cercle se resserre, a-t-elle murmuré. Nous continuons à avancer. Je ne savais pas exactement ce que cela signifiait, mais je le sentais, le resserrement, la façon dont l'air semblait se courber, attendant ce qui allait suivre, et pour la première fois depuis des jours, je n'avais pas peur de ce que cela pourrait être. Les jours suivants se sont estompés en un schéma, chacun cousu ensemble par les rituels silencieux de Velma et la présence constante de Caleb. Les matins commençaient avec le thé amer. Les après-midi avec une longue promenade, si l'on peut dire, du lit au fauteuil près de la fenêtre. Velma disait que le changement de vue avait de l'importance. Que la lumière portait sa propre médecine. Je n'ai pas protesté. La vallée à l'extérieur changeait avec la saison. Les sapins restaient sombres, mais les érables le long de la pente avaient échangé leurs branches nues contre des bourgeons serrés, des indices de verre qui s'ouvriraient si le temps le permettait. Je me suis surprise à les regarder, les encourageant presque à aller de l'avant. S'ils pouvaient se tourner vers le printemps, peut-être que je le pouvais aussi. Parfois, Velma travaillait en silence, broyant des herbes ou chauffant de l'huile, le bruit rythmique de raclement et de remuement de ses mains remplissant la pièce d'une odeur à la fois terreuse et piquante. D'autres fois,
Elle fredonnait à voix basse des mélodies lentes et douces qui semblaient attirer mes pensées dans des eaux plus calmes. Caleb se joignait à elle quand elle le lui demandait, apprenant à masser les arches de mes pieds ou à tracer les lignes de mes paumes avec une huile qui sentait légèrement les agrumes et le pain. Un après-midi, alors qu'il travaillait, je l'ai surpris à me regarder non pas avec inquiétude, mais avec une sorte de reconnaissance, comme s'il avait retrouvé la partie de moi qui s'échappait et s'y accrochait, mais à l'extérieur des murs de cette pièce. Le monde n'attendait pas. Je le savais à la façon dont le téléphone de Caleb vibrait sur la table de nuit, aux courtes conversations qu'il prenait dans le couloir. Il n'apportait pas les détails, mais je pouvais lire les lignes sur son visage. Le conseil était agité. L'entreprise qu'il avait bâtie, celle qui avait financé tous mes traitements, devenait un champ de bataille. Ce soir-là, quand Velma est partie pour me laisser me reposer, je lui ai demandé « Comment ça va ?» Il n'a pas fait semblant de ne pas savoir de quoi je parlais. Assez mal pour qu'il pense que me retirer arrangera les choses. Et est-ce que ça arrangera? Sa bouche s'est serrée. Ça empirera les choses. Mais il ne s'intéresse pas à ce qui est pire. Il s'intéresse au contrôle. J'ai réfléchi à cela alors que la pièce redevenait silencieuse, à la façon dont la maladie prend d'abord le contrôle de votre corps, puis de vos choix, et comment, à sa manière, l'entreprise lui faisait la même chose. Velma est revenue juste avant minuit avec une petite pochette, le genre qu'elle portait toujours autour de son cou. Elle l'a placée sous mon oreiller sans explication. « Ce soir, vous devez aller plus loin », a-t-elle dit. « Il y a des choses en vous qui retiennent encore. » J'ai bu, le goût était assez fort pour me faire pleurer. Une chaleur a parcouru ma poitrine, puis s'est propagée vers l'extérieur, jusqu'à ce que j'ai l'impression d'entendre mon propre battement de cœur dans mes doigts. Velma a tiré une chaise plus près du lit. « Dites-moi », a-t-elle dit doucement, « qu'est-ce qui vous effraie de voir ?» La question a frappé plus fort que la boisson. Des images ont traversé mon esprit. Des chambres d'hôpital stériles, le son des moniteurs qui platissaient, la voix de Caleb au téléphone me disant de ne pas abandonner, et les jours interminables et monotones où abandonner semblait la seule option honnête. J'ai peur, ai-je dit lentement, que même si je survis à cela, je ne serai pas la même. Que la femme qu'il a épousée est déjà partie. Velma n'a pas détourné le regard. Alors arrêtez d'essayer d'être elle. Vous deviendrez quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'a pas besoin d'être porté. Ces mots se sont déposés en moi, lourds mais chauds. J'ai réalisé que je m'accrochais à l'idée de revenir en arrière, alors que peut-être la voie à suivre signifiait devenir quelque chose d'irréconnaissable pour la femme qui avait d'abord franchi la porte de cette maison. Le feu a crépité, une bûche a bougé. Caleb a levé la tête. « Vous n'êtes pas parti », a-t-il dit doucement. « Vous êtes ici. C'est tout ce qui compte. » Je voulais le croire, mais dehors le vent rugissait plus fort, comme s'il me rappelait qu'être ici n'était qu'une partie du combat. Au matin, la tempête était passée, laissant la vallée lavée et propre. La lumière à travers les fenêtres était vive et froide, révélant chaque détail, les fines rides autour des yeux de Caleb, la légère touche de vert revenant sur le flanc de la colline, la seule série de traces fatiguées s'éloignant de la maison. Velma est entrée en portant un panier d'herbes séchées. « Aujourd'hui, » a-t-elle dit, « nous sortons. » Caleb a froncé les sourcils. « Sortir où ?»« Allô » a répondu Velma. Il est temps qu'elle se souvienne de ce que la force ressent quand elle bouge. Je ne savais pas si j'étais prête, mais quelque chose dans la façon dont elle l'a dit m'a fait me balancer les jambes par-dessus le bord du lit, mes pieds trouvant le sol comme s'ils attendaient ce moment. L'air extérieur m'a frappé comme une chose vivante, froid, humide, imprégné de l'odeur de la mousse et de la pierre de rivière. Caleb a gardé un bras stable à mon dos alors que nous suivions Velma sur le chemin étroit derrière la maison. La terre était molle sous nos pieds à cause de la pluie de la nuit. Chaque pas était délibéré, mon corps se souvenant du mouvement par morceaux, comme une chanson que j'avais connue autrefois, mais que je devais fredonner lentement pour me la rappeler. Le bruit de la rivière nous a atteints avant que nous ne la voyions, bas et constant, comme une voix qui parlait bien avant notre arrivée. Quand nous sommes sortis des arbres, l'eau s'étirait large et rapide, sa surface scintillant sous la pâle lumière du matin. Velma s'est arrêtée au bord, posant son panier sur un rocher plat. Elle a sorti une longueur de tissu, vert foncé, effiloché aux extrémités, et l'a plongé dans le courant. La rivière a de la force parce qu'elle ne cesse de bouger, a-t-elle dit. Nous en empruntons un peu aujourd'hui. La prise de Caleb sur mon bras s'est resserrée alors que Velma me faisait signe de m'approcher.
La rive était glissante, les rochers froids sous mes chaussures. Velma a enroulé le tissu mouillé autour de mes poignets, le froid mordant instantanément ma peau. Respirez, a-t-elle instruit. Laissez le froidir à votre sang de se réveiller. J'ai fermé les yeux. Le choc de l'eau s'est estompé pour laisser place à autre chose. Une douleur, puis un grondement, et enfin une étrange stabilité. Je pouvais sentir le battement de mon cœur pousser contre le tissu, correspondant à la force du courant. Quand j'ai rouvert les yeux, Caleb me regardait avec une expression que je n'avais pas vue depuis des semaines. Pas de peur, pas d'inquiétude, mais quelque chose comme de la reconnaissance, comme s'il voyait la femme qui marchait autrefois avec lui le long de la même rive dans les étés passés. Velma a déroulé le tissu, l'a essoré au-dessus du courant avant de le remettre dans son panier. C'est suffisant pour aujourd'hui. Trop et vous prendrez plus que vous ne pouvez en supporter. Sur le chemin du retour, l'air semblait différent dans mes poumons, plus plein, plus facile. Mes pas étaient toujours lents, mais ils étaient les miens. Quand la maison est apparue, une berline noire était garée dans l'allée. Eleanor se tenait à côté, parlant à un homme que je ne reconnaissais pas. Son costume était trop fin pour la boue sous ses chaussures. Son expression trop polie pour être sincère. Le pas de Caleb s'est ralenti. Ce n'est pas une affaire du conseil, a-t-il murmuré. Non, a dit Velma doucement. C'est quelque chose de plus ancien que le conseil. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire, mais alors que le regard de l'homme se tournait vers moi, je l'ai senti. Ce même resserrement de l'air comme le moment avant qu'une tempête n'éclate. L'homme s'est avancé avant que nous n'atteignions le porche, tendant une main que ni Caleb ni moi n'avons bougé pour prendre. Son sourire était mesuré, du genre qui ne révèle rien. Madame Moore, a-t-il dit, sont-on aussi lisse que de la pierre polie. Je représente certains intérêts liés à la succession de votre défunt père. Les mots ont sonné étrangement. La succession de mon père est réglée depuis des années, ai-je répondu, jetant un coup d'œil à Caleb. C'est ce qu'on vous a dit Greer, les yeux fixés sur les miens. Mais il y a des actifs substantiels, qui ne sont jamais passés par la succession. Des actifs que certaines personnes essaient maintenant très fort de faire disparaître. La mâchoire de Caleb s'est figée comme de la pierre. Si c'est vrai, nous pouvons nous battre. Greer a hoché la tête. Vous pouvez, mais le combat attirera tout le monde dans la lumière. Amis, famille, ennemis. Une fois que cela commence, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai regardé les papiers, les signatures soignées et les noms de sociétés changeants, chacun un petit vol. Quelque part au plus profond de moi, une poussée de résolution a pris forme. J'ai déjà perdu trop, ai-je dit doucement. Je ne vais pas perdre ce qu'il me reste juste parce qu'il pense que je ne me battrai pas. Greer a fait glisser le dossier complètement sur la table. Alors vous aurez besoin de plus que moi. Vous aurez besoin de quelqu'un qui sait comment il se déplace. Quelqu'un qu'ils ne peuvent pas voir venir. Ses yeux ont jeté un coup d'œil vers Eleanor, qui se tenait rigide à côté de la berline. Vous apportez des ombres dans cette maison et vous pensez qu'elles ne tacheront pas le sol, a coupé Velma d'une voix basse et tranchante. Greer n'a pas bronché. Je lui offre une chance de protéger ce qui est à elle. Mais ce ne sera pas à elle très longtemps. Quelque chose dans ma poitrine s'est serré. Pas seulement à cause de ces mots, mais à cause de la façon dont Eleanor évitait mes yeux. Des souvenirs que j'avais enterrés. Des disputes à moitié entendues. Des lettres que ma mère ne m'avait jamais laissé lire. Pressées contre les bords de mon esprit. Caleb s'est interposé entre nous. Vous laissez vos coordonnées. Nous vous contacterons. Greer a sorti quelque chose de son manteau, produisant une fine enveloppe. Il l'a posée sur la rampe du porche, puis a incliné la tête. Ne tardez pas trop. Certaines choses disparaissent silencieusement sans laisser de traces. Il s'est retourné, se glissant dans la berline sans un mot de plus. Les pneus de la voiture ont sifflé sur le gravier mouillé, l'emportant jusqu'à ce que le bruit s'estompe dans le bourdonnement de la rivière. À l'intérieur, Caleb a fermé la porte et l'a verrouillée, bien que personne n'ait dit qu'il se sentait en sécurité. Velma a étudié Eleanor pendant un long moment avant de parler. Vous saviez que cela arrivait. La bouche d'Eleanor s'est refermée sur une ligne mince. Je connaissais des bribes, assez pour comprendre que si elle creuse, elle trouvera des choses qu'il vaudrait mieux laisser enterrer. Ses yeux ont rencontré les miens, froids et délibérés. Et vous pourriez ne pas aimer ce que vous trouvez.
Mais le fait est que survivre à quelque chose qui aurait dû vous briser, c'est que la peur change de forme. Elle ne disparaît pas. Elle s'aiguise. Et à ce moment-là, j'ai su que je préférais affronter quoi qu'il se cache plutôt que de laisser quelqu'un d'autre décider quelle partie de ma vie j'avais le droit de garder. Cette nuit-là, le sommeil est venu par fragments. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais l'enveloppe sur la rampe. Le calme de Greer résonnant dans ma tête. Au petit matin, j'avais arrêté d'essayer de me reposer. Caleb était déjà debout, faisant les 100 pas près de la fenêtre. Le ciel dehors l'avait de lumière pâle. « Je pense que vous devriez l'appeler », ai-je dit. Il s'est retourné, la surprise traversant son visage. « Vous ne savez même pas ce qu'il y a dans cette enveloppe. »« Je sais assez », ai-je répondu. « Et je suis fatigué que tous les autres décident de ce qu'on doit me dire. » Velma est apparue dans l'embrasure de la porte, une tasse fumante à la main. « Elle a raison », a-t-elle dit simplement. « Une porte fermée est toujours une porte. » Caleb a hésité, puis a attrapé l'enveloppe sur la table. À l'intérieur, il y avait une seule carte, le nom de Greer, un numéro de téléphone, et rien d'autre. Sa simplicité la rendait plus lourde, comme si le reste de l'histoire était trop dangereux pour être écrit. À midi, nous étions dans sa voiture, la vallée s'étirant large autour de nous alors que nous suivions la route sinueuse jusqu'à la ville. Greer avait accepté de nous rencontrer dans un petit café près du palais de justice. Il était déjà là à notre arrivée, assis à une table d'angle, un dossier en cuir posé à côté de son café. « Vous êtes venu ?» a-t-il dit, comme s'il n'y avait jamais eu de doute. « Dites-nous tout », ai-je dit, assise en face de lui. Il a ouvert le dossier, faisant glisser une pile de documents jaunes vers moi. « Votre père possédait des terres, des centaines d'hectares dans les collines près de Corvalie. Droits forestiers, droits miniers, droits d'eau. La plupart ont été transférés discrètement après sa mort par le biais de sociétés écrans liées à des personnes en qui votre mère avait confiance. » Mon estomac s'est retourné et la bouche d'Eleanor Greer s'est serrée. Certaines de ces sociétés sont liées aux morts. Pas directement à elle, mais assez proches. La mâchoire de Caleb s'est figée comme de la pierre. Si c'est vrai, nous pouvons nous battre. Greer a hoché la tête. Vous pouvez, mais le combat attirera tout le monde dans la lumière. Amis, famille, ennemis. Une fois que cela commence, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai regardé les papiers, les signatures nettes et les noms de sociétés changeants, chacun un petit vol. Quelque part au plus profond de moi, une étincelle de résolution a pris forme. J'ai déjà perdu trop, ai-je dit doucement. Je ne vais pas perdre ce qu'il me reste juste parce qu'il pense que je ne me battrai pas. Greer a fait glisser le dossier complètement sur la table. Alors vous aurez besoin de plus que moi. Vous aurez besoin de quelqu'un qui sait comment il se déplace. Quelqu'un qu'ils ne peuvent pas voir venir. Ses yeux ont jeté un coup d'œil vers Caleb. Avez-vous quelqu'un comme ça? Caleb n'a pas répondu tout de suite, mais je pouvais voir le nom se former dans son esprit, et d'après la façon dont son expression a changé, je savais que c'était quelqu'un qui pourrait tout changer. Caleb a attendu que nous soyons de retour dans la voiture avant de prononcer le nom à voix haute. Daniel Walker. J'ai froncé les sourcils. Qui est-ce? Un homme qui ne doit rien aux morts, a dit Caleb, les yeux fixés sur la route. Il travaillait dans les acquisitions. Il a vu comment les gens comme eux cachent des actifs, comment ils enfouissent des pistes si profondément que la loi ne peut pas les toucher. Mais il est parti il y a des années, s'est installé près de la côte, vit seul. Velma, qui avait insisté pour venir avec nous, a parlé depuis le siège arrière. Et pourquoi vous aiderait-il maintenant? Caleb m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Parce qu'il y a longtemps, je l'ai empêché de tout perdre. Il m'a dit que si j'avais un jour besoin de lui rappeler cette faveur, je saurais quand le moment serait venu. Nous avons conduit pendant des heures, le paysage passant des plicanes de la vallée au bord salé du Pacifique. L'air est devenu plus vif, portant l'odeur de l'océan bien avant que nous ne voyions l'eau. La maison de Daniel était en retrait de la route, une cabane patinait face aux falaises. Il était sur le porche quand nous nous sommes arrêtés, un homme grand avec la peau burinée par le vent et des yeux qui semblaient mesurer silencieusement chaque chose avant de décider si cela avait de l'importance. « Caleb » a-t-il dit, la voix rugueuse comme du gravier. « Je ne pensais pas te revoir. Tu te souviens de ce que tu m'as dit ce jour-là à Portland » a répondu Caleb. Le regard de Daniel s'est tourné vers moi,
puis vers Velma, puis de nouveau vers Caleb. On dirait que tu es tombé dans quelque chose de gros. Caleb n'a pas mâché ses mots. Il lui a parlé de Graire, de la terre, des sociétés, de l'ombre d'Éléanor en arrière-plan. Daniel a écouté sans interruption, son expression indéchiffrable. Quand Caleb a terminé, Daniel s'est penché contre la rambarde du porche. Vous parlez d'une lutte qui ne finira pas devant les tribunaux. Les gens comme ça, ils n'abandonnent pas. Ils se serrent les coudes. Ils vous effacent. Je suis conscient, a dit Caleb. Les yeux de Daniel se sont posés sur moi. Et vous? Vous êtes prête pour ça? J'ai soutenu son regard. J'ai déjà été effacé une fois. Cette fois, c'est moi qui décide de ce qui sera réécrit. Pendant un instant, le vent a été le seul son. Puis Daniel a hoché la tête lentement. D'accord, mais si nous faisons cela, vous devrez traverser des vérités laides à leur sujet et peut-être à propos de votre propre famille. Le froid dans l'air s'est intensifié, mais à l'intérieur, j'ai senti quelque chose brûler de manière constante, une chaleur tranquille et rebelle. Parce que quelles que soient ces vérités, j'en avais fini d'être la dernière à savoir. Daniel n'a pas perdu de temps. À l'intérieur de sa cabane, des cartes étaient étalées sur un long établi, leurs bords lestés de pierres lisses. Certaines montraient la côte, d'autres l'étendue verdoyante de l'intérieur de l'Oregon, marquée de cercles rouges soignés. Celles-ci, a-t-il dit en tapotant les cercles, sont des parcelles qui appartenaient autrefois à la famille de votre père. La plupart ont été vendues dans des circonstances douteuses, transférées par le biais de sociétés holdings enregistrées à l'étranger. Suivez l'argent assez loin, et vous trouverez les mêmes 5 ou 6 noms qui reviennent. Caleb s'est penché sur la table, et les morts sont connectés. La bouche de Daniel s'est courbée sans humour. Indirectement, ils sont prudents. L'astuce est de saisir le moment où ils déplacent quelque chose, car à ce moment-là, ils sont vulnérables. J'ai passé un doigt sur l'un des cercles. Alors, comment les attrapons-nous? Les yeux de Daniel ont rencontré les miens. Nous leur faisons croire qu'ils ont déjà gagné. Que vous abandonnez. Les gens qui pensent avoir assuré leur victoire deviennent négligents. Velma a croisé les bras. Vous parlez de les appâter. Exactement, a dit Daniel. Vous disparaîtrez un moment. Laissez-les croire que vous êtes brisé. Prête à vous contenter de ce qu'ils offrent. Pendant ce temps, je creuse. Et quand je trouverai le levier dont nous avons besoin, vous reviendrez en force. Caleb m'a regardé, attendant ma réaction. J'ai pensé à l'avertissement de Graire, au regard froid d'Éléanor sur le porche. Il croyait déjà que je ne me battrais pas. Peut-être que la chose la plus dangereuse que je puisse faire serait de les laisser le croire encore un peu plus longtemps. Je peux faire ça, ai-je dit finalement. Mais quand nous reviendrons, nous n'arrêterons pas à mi-chemin. Daniel a hoché la tête une fois, la décision scellée. Alors nous commençons maintenant. Vous devrez partir ce soir. Allez quelque part où ils ne peuvent pas vous retrouver. Pas d'appel, pas de mail, pas de traces écrites. Je vous contacterai quand je serai prête. La gravité de la situation m'a envahi, mais elle ne ressemblait pas à de la peur. Elle ressemblait à descendre dans la rivière ce matin-là, froide, choquante et instable. Alors que le soleil descendait bas, nous nous sommes tenus sur la falaise derrière la cabane de Daniel, le Pacifique s'étendant en une étendue agitée. La main de Caleb a trouvé la mienne, chaude contre le vent mordant. Ils ne vous verront pas venir, a-t-il dit doucement. Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai cru.